Monde, 64 minutes, c'est votre grand rendez-vous. 64 minutes en musique. Dans quelques heures, c'est la finale de l'Eurovision, 67e édition, 26 pays en lice. Alors, quelles sont les chances des francophones? Laurence Boccolini et Stéphane Bern animent cette finale pour la France. Stéphane Bern sera pour nous en direct de Liverpool. Ce concours, c'est aussi une vitrine pour de nombreux artistes, comme le Suisse John Steers, arrivé 3e en 2021. Son nouvel album The Game confirme son talent. Lui est déjà une star de la musique francophone. Fally Ipupa est venu annoncer son concert événement. Ce sera le 25 novembre à la Défense Paris Arena. C'est la plus grande salle d'Europe. Entretien à suivre dans notre grand angle. Erdogan, Kılıçdaroğlu, la bataille politique est rude. Elle se poursuit encore ce samedi. En cette veille de scrutin présidentiel, les deux hommes se sont montrés plus combatifs que jamais. Guillaume Villadier est à Istanbul. Notre envoyé spécial a assisté à cette fin de campagne. Il est en direct. Volodymyr Zelensky peut compter sur le soutien de l'Italie. Première visite du dirigeant ukrainien depuis le début de la guerre. Il a rencontré le président italien, mais aussi Giorgia Meloni et surtout le pape. À suivre le décryptage de Valérie Dupont, notre correspondante à Rome. Un petit village suisse menacé par l'éboulement d'une montagne. Les 84 habitants ont été évacués, les animaux aussi. Il n'y a plus âme qui vivent dans cette bourgade des Alpes. La campagne a duré jusqu'au bout, elle se poursuit même au-delà. Recep Tayyip Erdogan est attendu à la mosquée Sainte-Sophie pour une prière. Son opposant Kemal Kılıçdaroğlu a clos cette séquence politique en allant se recueillir devant le mausolée de Mustafa Kemal Atatürk, le fondateur de la Turquie moderne et laïque. Les sondages lui donnent une légère avance. Réponse demain dimanche dans les urnes pour cette présidentielle sous tension. Et nous allons nous intéresser donc aux primo-votants. Ils ont une vingtaine d'années et ils n'ont connu qu'un seul règne, qu'un seul homme au pouvoir, à savoir Recep Tayyip Erdogan. Alors, est-ce qu'ils vont voter pour lui ou pour son principal opposant? Voyez ce reportage de Guillaume Villadier avec Camille Ballan et Keremial Çınar. Fin d'après-midi à la gare maritime de Kadıköy. Pour les dizaines de passagers qui débarquent tous les quarts d'heure en provenance de la rive européenne, le même comité d'accueil. HDP, CHP, AKP, tous les partis sont là. Plus de temps à perdre, il ne reste que quelques heures pour convaincre les électeurs. La priorité pour nous, ce sont les plus jeunes. L'avenir du pays est entre leurs mains. On essaie de les faire revenir vers la politique, ils s'en étaient éloignés. On leur explique que c'est important, qu'ils doivent absolument voter. Jamais ils n'ont été aussi nombreux. Dimanche, 5 millions de Turcs entre 18 et 22 ans iront aux urnes pour la première fois. Entre le président Erdogan et l'opposant Kılıçdaroğlu, la course s'annonce serrée. Le vote des jeunes pourrait être décisif. J'ai toujours suivi les élections avec ma famille, mais maintenant je peux voter et je n'ai jamais eu autant d'espoir. J'espère que les résultats ne seront pas les mêmes que les élections précédentes et que ça va bien se passer. Comme la plupart des primo-votants, quand Hilal est née, les islamistes étaient déjà au pouvoir. Si aujourd'hui, elle peut étudier à l'université avec son voile, c'est grâce à eux. Recep Tayyip Erdogan brandit d'ailleurs la menace d'un retour en arrière si l'opposition prenait le pouvoir. Mais elle n'y croit pas. Ils ne vont pas interdire à nouveau le voile. Franchement, ma priorité, c'est que le parti au pouvoir parte. Je voudrais un autre pouvoir qui arrête de nous diviser et que ceux d'avant rendent des comptes pour tout ce qu'ils nous ont fait subir, pour tout ce qu'ils ont fait de mal. Devant une caméra, pas d'allusion directe à la répression, au recul des libertés, aux purges à répétition. Les critiques restent prudentes, mais le vent semble avoir tourné. Tout ce qu'on a vu jusqu'ici, c'est que c'était de pire en pire. L'opinion des gens a beaucoup changé. Depuis qu'on est petit, c'est le même parti. Mais au fur et à mesure des années, les gens ont vu la réalité et ils peuvent distinguer ce qui est bon et ce qui est mauvais.
Difficile pour Tayyip Erdogan de convaincre la jeunesse dans un pays rongé par l'inflation et la crise économique. Le président a globalement évité le sujet pendant sa campagne et préfère flatter la fibre nationaliste de la nouvelle génération. Oui, l'économie, c'est vrai, c'est important. Mais l'intégrité du pays, l'amour de la nation, c'est aussi important. Ce n'est pas le parti au pouvoir ou mes parents qui dictent mes convictions. J'ai mes propres idées et je pense qu'il faut encore continuer avec le pouvoir actuel. Après 2 décennies de règne, l'AKP rêvait d'une génération Erdogan. Mais selon les derniers sondages, Kemal Kılıçdaroğlu serait le candidat préféré des 18-24 ans. Et de loin, près de 80% des jeunes auraient l'intention de voter pour l'opposition dimanche. Et nous retrouvons en direct d'Istanbul notre envoyé spécial Guillaume Villadier. Vous êtes devant la mosquée Sainte-Sophie. Recep Tayyip Erdogan est attendu sur place pour une prière. Je le disais à l'instant, son opposant Kemal Kılıçdaroğlu lui a choisi de se recueillir devant le mausolée de Mustafa Kemal Atatürk, fondateur de la Turquie moderne et laïque. On a vraiment 2 hommes, 2 lieux, 2 visions radicalement opposées. Oui, et Recep Tayyip Erdogan a trouvé le parfait contrepoint au mausolée d'Atatürk où s'est recueilli son adversaire. Vous savez, Sainte-Sophie, c'est ce symbole de la Turquie moderne, cette ancienne mosquée ottomane qui avait été transformée par Atatürk en musée et qui a été réislamisée par Recep Tayyip Erdogan lui-même en 2018. Quel meilleur symbole pour celui qui rêve de fermer cette parenthèse laïque, cette parenthèse Atatürk, et qui s'y emploie depuis bientôt 20 ans. Vous le disiez, 2 hommes aux visions radicalement opposées. D'un côté, un président autoritaire aux accents islamo-nationalistes, aux accents belliqueux, qui pendant la campagne a préféré flatter la fibre nationaliste, parler de l'industrie de la défense turque plutôt que de parler des problèmes du quotidien comme l'inflation ou la crise économique. Et puis de l'autre côté, il y a Kemal Kılıçdaroğlu qui lui a joué la carte de la sobriété, de l'inclusivité, qui promet de rétablir l'état de droit, de libérer les prisonniers politiques. Kemal Kılıçdaroğlu qui termine ses meetings en faisant un cœur avec les doigts quand Recep Tayyip Erdogan, lui, insulte ses adversaires et laisse entendre que si l'opposition venait à gagner ces élections, eh bien la Turquie pourrait tomber dans le chaos. Merci Guillaume Villadier en direct d'Istanbul avec Camille Ballan à la caméra. Et justement, le mémo de la rédaction nous ramène en 2017. Cette année-là, le président turc avait organisé un référendum constitutionnel pour étendre ses pouvoirs. Un reportage à voir ou à revoir sur tv5monde.com. Volodymyr Zelensky est à Rome. C'est sa première visite en Italie depuis le début de la guerre. Le dirigeant ukrainien a rencontré le président italien Mattarella, la présidente du Conseil Giorgia Meloni. L'entretien a duré 3 heures. Lui qui voulait s'assurer de ses soutiens, il a pu être rassuré. Et autre rencontre importante, celle avec le pape. Nous sommes en direct de Rome. Valérie Dupont, bonsoir. Vous êtes notre correspondante sur place. On attend d'avoir plus de précisions sur ce qu'ils se sont dit. Mais François lui a réservé un accueil un peu particulier. Oui, c'était une image inhabituelle, je dirais, l'arrivée du président Zelensky, car il n'a pas été reçu dans les appartements pontificaux, dans la bibliothèque pontificale, là où le pape reçoit en général les chefs d'État et de gouvernement. Non, le président ukrainien a été reçu dans une salle non loin des appartements privés du pape François, qui réside à la résidence Sainte-Marthe. Et cette image très inhabituelle du pape qui vient sur le pas de sa porte presque pour accueillir le président Zelensky, entouré de tous ces hommes en treillis militaires. Alors l'entretien était sans aucun doute le point d'honneur, le clou, je dirais, de cette journée romaine du président Zelensky, qui, vous l'avez dit, a rencontré aussi Sergio Mattarella et Giorgia Meloni, qui ont réitéré le soutien de l'Italie. L'entretien avec le pape François a duré 40 minutes, ce qui est quand même beaucoup, et a sans doute tourné autour de cette mission réservée de paix dont le pape François avait déjà parlé lors de son retour de son voyage en Hongrie le 30 avril dernier. Alors on le sait que le Vatican essaye de construire cet embryon de plan de paix. Sur le contenu, évidemment, rien n'a filtré. Le seul communiqué qui est arrivé de la salle de presse du Vatican parle d'un entretien qui a parlé des problèmes humanitaires et politiques de l'Ukraine. Une autre façon de dire qu'on a parlé du conflit
conflit, mais sans évidemment mettre le nom de la Russie dans le communiqué de presse. On sait que le pape essaye vraiment d'ouvrir les portes de la paix. On verra évidemment si cela aura des conséquences. Il y avait également le ministre des Affaires étrangères du Vatican, Monseigneur Gallagher, qui était aussi présent à cette rencontre. Alors pour terminer, les deux hommes se sont offerts des cadeaux. Le président Zelensky a offert au pape une Madone peinte sur un morceau de gilet pare-balles pour parler de la souffrance des enfants ukrainiens. Le pape lui a donné un rameau d'olivier en bronze. C'est évidemment tout un symbole. Valérie Dupont en direct de Rome. Volodymyr Zelensky est attendu ce dimanche en Allemagne. Berlin a annoncé une nouvelle aide militaire de 2,7 milliards d'euros. Et qu'en est-il de la situation sur le terrain à Bakhmout? On ne sait plus qui croire. L'armée ukrainienne affirme avancer dans certaines zones. Moscou dit exactement la même chose. Une frappe russe aurait fait 2 morts et 10 blessés dans cette région. De leur côté, les Russes accusent Kiev d'avoir visé des cibles civiles avec des missiles britanniques de longue portée. Une guerre sur le terrain et une guerre de communication avec des relais qui deviennent très populaires. Les blogueurs militaires russes, à l'image de Maxime Fomin, alias Vladen Tatarsky. Il a été tué en avril dernier. Ceux qui suivent ces blogueurs apprécient leur liberté de ton. On voit tout cela avec Alexandre Malesson. Des vidéos tournées sur le terrain de la guerre. Il ne faut pas qu'on envoie les drones chez les gens. Et qui se retrouvent sur YouTube et sur Telegram. Voilà comment travaille ce journaliste russe pour documenter l'invasion en Ukraine. Alexandre Slatkov a couvert tous les conflits armés qui ont suivi la chute de l'URSS depuis 1991. Aujourd'hui, en plus de son activité de reporter pour une chaîne de télévision d'État, il poste ses propres vidéos sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas un soldat de la guerre de l'information, usant de propagande, de fake news. Un soldat de la guerre de l'information se permet beaucoup de choses qu'un journaliste ne peut pas. Nous devons toujours rester dans les limites de la réalité et de la vérité. Sa chaîne Telegram compte désormais plus de 900 000 abonnés, soit 2 fois plus que celle du ministère de la Défense russe et 6 fois plus que celle du Kremlin. Le nombre de blogueurs s'est fortement développé depuis le début de la guerre. En quelques mois, la chaîne Telegram de Mikhail Svinchuk est passée de 36 000 abonnés à 1 million. En tant que volontaires du front de l'information, nous avons réussi à faire bouger les choses grâce à notre propre passion, en prenant ce qu'on peut appeler le fusil de l'information et en nous engageant dans la défense de l'information de la patrie, en devenant une sorte de bouclier de l'information. Mais cette popularité et cette liberté de ton peuvent agacer les autorités. Mikhail Svinchuk dénonce des tentatives d'ingérence de la part de l'armée, notamment depuis la mort en avril de son collègue Maxime Fomin, tué dans un attentat à la bombe. La mort de Maxime Fomin est devenue une sorte d'excuse pour renforcer le contrôle, ou plutôt les tentatives de contrôle de l'État sur nous. Sous prétexte de protection, on nous a demandé de réduire nos activités ou changer notre rhétorique et rester tranquille. Soutenir l'invasion en Ukraine ne suffit plus pour gagner la confiance de Moscou. En octobre, un correspondant militaire avait accusé l'armée d'avoir dressé une liste de blogueurs à surveiller, pourtant pro-Kremlin. Les combats ont repris à Gaza après une nuit relativement calme. Des roquettes ont été tirées depuis ce territoire après de nouvelles frappes israéliennes. Hier, un chef du groupe djihad islamique a été tué. Ces affrontements qui ont commencé mardi ont fait 33 morts côté palestinien et une victime côté israélien. Et nous avons réussi à joindre Fatouma Belarbi. Elle travaille pour Médecins du Monde. Cela fait maintenant 10 jours qu'elle est bloquée à Gaza. Elle s'inquiète de la situation humanitaire. Il n'y a pas de corridor humanitaire et ça fait partie de nos revendications et de nos demandes à Israël, la réouverture du point de passage pour pouvoir justement acheminer les aides, pour pouvoir à la fois en fait acheminer les aides dans la bande de Gaza, mais également pouvoir évacuer les blessés qui nécessitent, qui sont dans un état critique et qui nécessitent d'être évacués de la bande de Gaza. On estime aujourd'hui qu'ils sont un peu plus de 140 à être dans cette situation et dans cet état critique. Et concernant l'approvisionnement en médicaments, nous sommes à 45% de médicaments qui sont en rupture du stock, des médicaments du ministère de la Santé qui sont en rupture de stock, y compris des médicaments de première nécessité.
Les traversées de migrants via la Méditerranée atteignent des records. Elles ont augmenté de près de 300% par rapport à la même période de 2022. Annonce faite par le chef de l'Agence européenne des frontières, Frontex. Les passeurs sont de plus en plus organisés, comme nous l'explique Sophie Goldstein. Des migrants clandestins interceptés par des gardes-côtes tunisiens. Éteindre le moteur, les passagers du petit bateau implorent les agents de les laisser continuer leur route au contraire. Ils se résignent finalement à abandonner leur traversée. De retour au port, certains laissent libre cours à leur déception. Je suis beaucoup frustré. Beaucoup. Parce que tu t'imagines 3 ans d'économie, je mets juste un peu au moins sur 200 dinars d'économie de côté et c'est fini, ça y est. Soudanais, Syriens, entre autres, les candidats à l'immigration en Europe sont de plus en plus nombreux à tenter leur chance au départ de la Tunisie. Près de 5 fois plus de migrants ont été arrêtés sur les 4 premiers mois de l'année qu'en 2022, affirme ce responsable. Environ 17 000 personnes contre 3 000 sur la même période. Maintenant, les organisateurs et les intermédiaires sont des subsahariens et ils fabriquent ou achètent des bateaux à moteur eux-mêmes. Des embarcations en métal qui ne servent qu'une fois, confirme ce responsable de Frontex. Nous n'avons jamais vu une telle augmentation sur la Méditerranée centrale depuis 2016. 42 200 migrants sont ainsi arrivés illégalement dans l'Union européenne par la Méditerranée entre janvier et avril 2023, plus 300% par rapport à 2022 sur la même période. J'ai pas de choix, chef. Le rêve d'Europe s'achève souvent au fond de la Méditerranée. Plus de 1450 décès ont été enregistrés par l'Organisation internationale pour la migration en 2022. Sur les côtes de Sfax, des dizaines de personnes sont enterrées chaque jour, affirme un responsable de santé. Un village suisse menacé de disparition, c'est notre une francophone. Ce village, c'est celui de Briens, une bourgade perchée dans le sud-est des Alpes suisses. Les 84 habitants ont tous été évacués vendredi, les animaux aussi. Tout un pan de montagne menace de s'effondrer. La suite nous est racontée par Malik Miktar. Oui, ça descend maintenant. Son grondement annonce la mauvaise nouvelle depuis plusieurs jours. La montagne, qui surplombe le village de Briens en Suisse, pourrait bientôt l'écraser. Sur ces images de vidéosurveillance, on peut observer le glissement de la paroi rocheuse ces dernières semaines, provoqué notamment par les pluies. Ces derniers temps, le phénomène s'accélère et les rochers tombent au pied de la montagne. 2 millions de mètres cubes de roches pourraient toucher le village. L'ampleur des dégâts reste difficile à prédire. Nous nous attendons à ce que les rochers tombent vers le village dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines. Il est possible que ça se fasse par portions, ce qui serait la solution la plus favorable, car cela n'endommagerait pas le village. Tout peut aussi tomber d'un coup. Ce serait un désastre. Ici, les 84 habitants ont reçu l'ordre d'évacuer, partir à la hâte pour plusieurs semaines, plusieurs mois, sans être sûrs de revenir un jour. Un déchirement pour eux. C'est quand même une partie de ma vie qui finit. Oui, parce que je pense vraiment que si ça continue comme ça, on ne pourra plus revenir. Même le bétail a dû être évacué dans la précipitation, car le sol est mouvant et certaines maisons sont déjà fissurées. Depuis hier soir, le village a perdu son âme. Plus aucune personne n'est présente sur les lieux. Et maintenant, nous partons en Thaïlande. Il y a des législatives. Demain, un scrutin test pour la seconde économie d'Asie du Sud-Est. Le gouvernement pro-armé peut-il se maintenir face à l'opposition? Rien n'est moins sûr si l'on en croit les sondages. Donc voilà, il y a donc 2 clans qui s'affrontent. On en parle, 2 flancs qui s'affrontent, pardon. Tout de suite, le reportage, le sujet de Sophie Goldstein. Dernière occasion de séduire les électeurs avant les législatives de dimanche. À Bangkok, Prayut Chan-o-cha, l'ancien général au pouvoir depuis 2014, ne ménage pas ses efforts. Nous voulons que la Thaïlande aille de l'avant. Nous devons continuer avec notre amour et notre harmonie, notre détermination, notre force, et nous allons tout conquérir.
Prêt à se sacrifier, ajoute le conservateur, en position délicate dans les sondages. Autre candidat issu de l'armée et même ouvertement soutenu par elle, son allié Prawit Wongsuwan. L'actuel vice-premier ministre met en avant ce qu'il appelle la dernière mission de sa vie. S'il vous plaît, votez pour moi et pour le PPRP, et le pays sera en paix. L'économie avancera. Mais entre conjoncture en berne et recul des libertés fondamentales, le cœur de nombreux Thaïlandais bat pour l'opposition réformatrice, et notamment pour Pita Limjaroenrat. Diplômé d'une école américaine, il se positionne comme le candidat du renouveau. Le 14 mai est l'occasion pour le peuple de rêver grand. Votez Move Forward pour faire avancer la Thaïlande ensemble. J'espère qu'ils obtiendront suffisamment de sièges pour rejoindre la coalition gouvernementale. La favorite des sondages, la voici, héritière de la puissante dynastie des Shinawatra. Le jour de l'élection sera un jour historique pour la Thaïlande et pour le peuple, car nous allons remplacer le dirigeant de la junte par une personne élue, à l'issue d'un processus démocratique. Pour gouverner, Paetongtarn Shinawatra exclut de s'allier avec les partis qui ont éjecté sa tante du pouvoir en 2014. L'armée a promis de ne pas intervenir dans le scrutin. Et comme promis, nous sommes en direct de Liverpool avec Stéphane Bern qui va donc animer, commenter la finale de l'Eurovision qui se tient dans quelques heures, donc avec Laurence Boccolini. Alors Stéphane Bern, 67e édition, quelle est l'ambiance ? Écoutez, il y a à Liverpool une ambiance extrêmement festive. D'abord parce que au Royaume-Uni, si vous voulez, c'est une véritable religion, l'Eurovision. Et comme vous le savez, c'est le Royaume-Uni qui l'organise à la place de l'Ukraine qui a gagné avec Kalush Orchestra l'année dernière. Et donc il y a une ferveur toute particulière d'organiser pour l'Ukraine qui a été envahie par la Russie. Et donc il y a, enfin, je ne sais pas comment vous dire, il y a en plus l'excentricité britannique qui s'exprime avec des tenues tout à fait extraordinaires, étonnantes. On voit des choses qu'on ne voit nulle part ailleurs, mais c'est ça aussi l'Eurovision, une sorte de festival comme ça, un peu kitsch. Et en même temps, des chansons extraordinaires qui vont, qui reflètent toute la diversité de la musique. C'est quand même le plus grand show musical au monde avec 200 millions de téléspectateurs. Écoutez, il y a à la fois les Allemands avec de la musique gothique, on a les Finlandais avec quelque chose d'assez... Oui, Stéphane, on dit que le Finlandais aurait ses chances. Alors, a priori, bon, plus la Suédoise, hein, Laurine, mais à la rédaction, certains disent que c'est le Finlandais qui pourrait créer la surprise. Écoutez, oui, certains le disent. Moi, je suis resté un peu dubitatif, si vous voulez. C'est pas le genre de musique que j'écoute quotidiennement, mais c'est vrai, son chat a l'air très efficace. J'ai trouvé que la Norvège se défendait bien avec quelque chose sorti tout droit de Game of Thrones. Il y avait, et puis la Zara évidemment, qui est une musique évidemment parce que sa chanson est très dansante et elle a l'air de remporter pas mal de suffrages dans l'aréna de Liverpool. En tout cas, écoutez, la moitié il y a les jurys qui votent et puis ensuite c'est le public qui vote. Alors voilà, c'est très démocratique. Très bien, ben on verra, on va suivre tout cela, Stéphane Bern, notamment grâce à vous, hein, puisque vous allez donc animer cette finale. La Zara qui représente, chanteuse québécoise, mais qui représente la France avec, évidemment, on verra si évidemment elle s'impose. En tout cas, on va suivre ça avec beaucoup d'attention. Merci à vous. Et maintenant, Terrienne, c'est avec Isabelle Mourgère.